Guten Morgen, Guten Morgen, Good morning, bonjour et bienvenue dans cette 9e édition de Luxembourg Sustainability Forum, l'édition 2020. Eh bien, quel chemin nous avons fait depuis ces derniers mois et ces reports successifs. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette version vraiment spéciale de ce Sustainability Forum. Une version spéciale puisque vous ne le voyez pas, mais je suis entouré par une myriade de techniciens. Nous avons créé un véritable plateau télé pour vous accueillir aujourd'hui. Et cette version ne sera pas une simple version en streaming avec des gens qui viendront de loin. Non, nous serons ensemble sur ce plateau. Vous allez voir les différents intervenants. Ils vont débattre derrière moi. Vous allez voir les différents speakers. Vous pourrez assister de manière virtuelle à une exposition. Donc, une journée vraiment spéciale de ce Sustainability Forum. Alors non seulement vous assistez sur la plateforme en streaming où probablement vous êtes là aujourd'hui avec nous, mais vous pouvez également suivre ce forum en 4 langues qui est rediffusé en direct sur rtl.lu, en français, en luxembourgeois, en anglais et en allemand. Je vous signale qu'en dessous, à droite de votre écran, vous pouvez changer la langue. Donc si vous vous sentez plus à l'aise dans une autre langue, n'hésitez pas. Tout ça est traduit en simultané. J'aimerais aussi vous signaler que si vous réagissez sur les médias sociaux, que ce soit LinkedIn ou Twitter, vous avez également la possibilité de le faire. N'oubliez pas d'ajouter le hashtag LSF 2020. Vous avez également la possibilité de nous parler, de parler en direct. À droite de votre écran, vous voyez qu'il y a questions, donc n'hésitez pas à nous poser les questions. Elles vont apparaître en fait pour nous directement sur l'écran devant nous, donc nous les verrons immédiatement. Donc n'hésitez pas. Le principe, c'est d'être interactif, donc travaillez avec nous, échanger, je pense que c'est l'idée. Et puis nous savons tous que nous avons manqué cruellement de contact ces derniers mois. Donc vous pouvez également parler aux participants. Donc au sommet de votre barre d'écran, vous voyez participants. Vous cliquez sur participants. Vous allez voir les quelques centaines de personnes qui sont là avec nous, puisque nous avons plus de 600 inscrits aujourd'hui. Et probablement avec le streaming, nous serons plus d'un millier. Eh bien, vous regardez la personne avec qui vous avez envie de parler. Vous cliquez sur rendez-vous. Et la personne sait qu'elle veut vous parler. Vous pouvez également parler avec elle. Nous avons mis des breaks, nous avons mis des pauses dans le programme, de manière à ce que vous puissiez profiter de ces moments pour justement interagir avec nos participants. Vous avez également l'opportunité d'assister à une exposition virtuelle qui est passionnante, qui est Infobésité, le regard des sciences cognitives. Cette exposition a été réalisée par IMS Luxembourg, Cogix, Decides et Didask. Et en fait, nous avons préparé un parcours très original à travers votre cerveau. Nous sommes bombardés d'informations. En ces temps spécifiquement de Covid, nous sommes en permanence connectés. Nous essayons de rester sur l'information en permanence. Comment notre cerveau parvient-il à digérer ces informations? Comment pouvons-nous prioriser? Comment pouvons-nous tout simplement avoir une hygiène sur le sujet? Eh bien, je pense que ce sera un des sujets passionnants que vous pourrez visualiser, mais aussi que nous aurons l'occasion d'entendre lors d'une table ronde dans quelques minutes. Alors ce forum 2020, nous l'avons placé, bien évidemment, vous savez que nous avons 3 thèmes, People, Planet, Prosperity, eh bien, nous avons décidé de regarder sur la partie People. Je pense qu'en ces temps de Covid, ça nous paraissait important, et nous avons mis l'impact sur l'économie sociale et solidaire. Alors loin d'être un gadget, l'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui autant de salariés que l'industrie automobile en Europe, autrement dit 14 millions de salariés, 10% du PIB européen. C'est tout sauf un gadget et c'est probablement un nouveau modèle économique qui permet d'allier l'économie, le social, le solidaire, de faire vivre quelque part notre planète et probablement de la rendre soutenable. Et nous allons voir tout à l'heure comment ces modèles évoluent et pourquoi ces modèles évoluent plus vite aujourd'hui que les entreprises classiques. Alors, j'aimerais évidemment remercier toutes les personnes et tous ceux qui nous ont aidés à monter ce forum. Elles sont extrêmement nombreuses, vous ne pouvez pas les voir. Déjà, je suis entouré par une myriade de gens. Bien entendu, nous avons tous nos fournisseurs, tous nos partenaires. Et dans nos partenaires, j'aimerais aussi citer nos sponsors. Nous avons des sponsors qui nous permettent de faire ces événements et je pense que c'est extrêmement important et j'aimerais les citer. Donc, par ordre alphabétique, il y a AG2R, la mondiale, la Banque européenne d'investissement, BNP Paribas Asset Management, PwC et la Société Générale. Merci à ces sociétés, merci de votre soutien, particulièrement en ces temps difficiles. Et vous voyez, ça nous permet d'être présents avec vous et d'atteindre le plus grand nombre.
Mais il y a aussi un merci particulier que j'aimerais faire, c'est à la ville de Luxembourg, puisque nous filmons aujourd'hui en direct du Grand Théâtre de la ville. Et donc, j'aimerais vraiment leur adresser à la ville de Luxembourg un merci particulier. Il y a aussi accueillir l'échevin de la ville, Maurice Bauer, pour un petit mot d'introduction. Maurice, à vous. Merci beaucoup, Christian, pour cette gentille introduction. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous également la bienvenue ici au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg, un grand théâtre où c'est un haut lieu de la culture, où on met ensemble des gens venant de tous les horizons, des gens qui viennent de toutes les cultures. Et donc, je crois que l'endroit est idéalement situé pour adresser le sujet que vous voulez adresser aujourd'hui, cher Christian. Et c'est aussi, auparavant, vous avez parlé des people. Une ville comme la ville de Luxembourg, évidemment, notre capitale, ce sont les people, les personnes qui vivent dans cette ville. Et c'est dans ce cadre-là que la ville est évidemment aussi très très contente de pouvoir, depuis plusieurs années ou de longues années, d'être déjà un partenaire de l'IMS pour organiser ensemble des événements, mais également pour montrer en tant que ville, en tant qu'autorité publique, comment on peut gérer cette thématique que vous adressez de façon si importante. Et aujourd'hui, je crois que la ville de Luxembourg est en effet une ville qui place les personnes, les humains, les citoyens de cette ville au centre de nos préoccupations. Et dans ce sens-là, je crois que la ville de Luxembourg a toujours été un précurseur. Et nous avons également, avec l'IMS, un partenaire très important. On le voit bien avec toutes les activités que vous avez faites en 2019. Et je me permets de rappeler l'histoire du Zero Single Use Plastic Manifeste qui a permis à beaucoup d'entreprises de se rendre compte du travail qui reste à faire, mais également aux autorités publiques. Nous, à la ville, on réfléchit également, évidemment, à ces sujets-là. Et vous avez également ce qui, moi, me tient beaucoup à cœur, en tant qu'échevin en charge des affaires sociales, de l'accueil des salariés en situation de handicap, où vous avez travaillé dessus en 2019. Donc, plein de sujets sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels on a pu avancer dans les entreprises, avec les entreprises, dans les établissements publics. Et donc, je crois que le travail énorme que vous faites est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, je crois que c'est la rentrée à Luxembourg, la rentrée scolaire à Luxembourg. Donc, c'est également le moment où l'IMS a choisi de recommencer de faire ces manifestations. Et c'est une symbolique très forte, un message très fort. C'est que maintenant, il s'agit à nouveau, après cette crise du Covid, qui nous a beaucoup préoccupés durant ces derniers mois, de recommencer à se voir, à se parler, à être dans le dynamisme. Et dans ce sens-là, je crois que votre événement marque le début de toute une série d'événements qui vont venir. Et nous, en tant que ville, on est évidemment très, très contents. J'aimerais également dire que la ville de Luxembourg, évidemment, travaille énormément sur tous ces sujets. Nous sommes en train de finaliser les travaux du tram. Nous sommes en train de construire le plus grand parc de la ville. Nous sommes en train de renaturaliser le fleuve qui passe à travers la ville de Luxembourg. Nous avons mis en place un système de location de vélos complètement électronique. Nous avons investi dans la biodiversité. Nous travaillons avec tellement de choses. Nous travaillons également sur l'égalité entre hommes et femmes. C'est tellement de sujets que l'IMS a mis sur la table, souvent, où ils ont fait un travail fantastique, où la ville en profite, où nous essayons aussi, avec les autres sociétés, de donner l'exemple et de mener le débat et le combat pour améliorer toutes ces situations. En tout cas, permettez-moi de vous dire que la ville de Luxembourg est très, très contente, à nouveau cette année, d'être un partenaire d'IMS. Nous le serons à l'avenir. Nous continuerons à nous battre à vos côtés. Et je suis très content, au nom du Collège échevinal, au nom de Madame la bourgmestre et au nom de l'ensemble des employés, des employés et des citoyens de la ville, de souhaiter bonne chance, beaucoup de bonheur pour cette journée de l'IMS. J'aimerais également remercier Christian, Nancy et toute votre équipe pour le travail énorme que vous avez fait. Bonne chance pour les débats. Ce sont des débats très intéressants qui s'annoncent tout au long de la journée, que ce soit avec Emmanuel Zulia, que ce soit avec Riyad Salem ou que ce soit avec tous les autres panélistes. Nous, on se réjouit et on est très content d'être à vos côtés. Merci beaucoup, Christian. Bonne chance à vous tous et bonne discussion.
Merci beaucoup, Maurice. C'est vraiment gentil. Merci pour ces mots. Eh bien, vous l'avez dit, nous allons commencer sans trop attendre et j'aimerais inviter et vous présenter notre premier invité qui va intervenir dans le cadre de notre première table ronde intitulée « Entreprenez autrement, le rôle de l'économie sociale et solidaire face aux grands défis sociaux ». Et la personne que j'aimerais inviter maintenant et vous présenter est Emmanuel Soulias, qui a pris place à mes côtés, qui est CEO de Pure Project. Alors je vais vous le présenter en quelques mots. Emmanuel a travaillé ces 20 dernières années dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise et de l'économie sociale et solidaire. Il a dirigé la coopérative citoyenne Enercop, qui est le 4e fournisseur d'électricité française, mais qui se distingue parce que toute l'énergie produite est 100% renouvelable, biomasse, éolien, électrique, hydraulique. Il a repris depuis janvier la direction de Pure Project. Pure Project que vous connaissez peut-être si vous êtes membre BMS, puisque ça fait l'objet d'un grand format dans le Sustainability Mag qui vient d'être publié. Pure Project est une société économie sociale et solidaire qui a pour objectif d'aider les grands groupes à retrouver du sens tout en les aidant à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. En un mot, on coupe 10 millions d'arbres par jour sur cette planète. Il faut en replanter. En replanter, pour beaucoup d'entreprises, c'est un moyen de sécuriser ses approvisionnements. En aidant ces entreprises à planter des arbres, on génère des revenus. En générant ces revenus, on peut réinvestir dans des projets. Et c'est exactement ce que fait Pure Project en réinvestissant dans une quarantaine de projets à travers le monde. Et donc, on est vraiment ici à la croisée des chemins entre régénérer des écosystèmes, en aidant les populations locales à vivre mieux, mais également aider les entreprises à générer ou à conserver leur filière d'approvisionnement. Donc, quelque part, un mélange, je dirais, ambitieux, original, et qui apparemment marche extrêmement bien. Emmanuel, je vous laisse la parole. Merci, cher Christian, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ces débats à l'occasion de ce forum 2020 et je remercie chaleureusement les organisateurs d'IMS de me donner l'opportunité de prendre la parole, de contribuer à ces échanges et de vous présenter, comme l'a indiqué Christian, l'entreprise sociale Pure Project, qui a été fondée il y a un peu plus de 10 ans par Tristan Lecomte. Tristan Lecomte qui avait au préalable créé l'entreprise Alter Eco. Alter Eco, c'était l'idée de pouvoir développer et promouvoir les produits issus du commerce équitable auprès de la grande consommation, du grand public. Donc Tristan est ce qu'on qualifie d'un serial social entrepreneur. Il a l'habitude de créer des business sociaux. Et donc Tristan a créé cette entreprise il y a 10 ans avec la volonté de mettre l'arbre au service de la transition écologique, solidaire, économique de grands acteurs qui souhaitent intégrer dans leur chaîne de valeur cette solution magique qu'est l'arbre et dont je vais vous détailler les multiples co-bénéfices. Et donc ce type d'aventure, ce type de création, ce type de projet, c'est ce qu'on appelle des nature-based solutions. Je l'évoque parce que c'est aussi l'avenir, c'est d'intégrer la nature au service de nos transitions, au service d'un meilleur bien-être, au service de l'épanouissement économique et des populations de par le monde. Donc l'idée de Pure Project, c'est de régénérer des écosystèmes qui ont été dégradés. Vous avez cité, Tristan, notamment les effets néfastes de la déforestation de par le monde qui ne s'arrangent pas et dont on sait d'ailleurs qu'ils peuvent être à l'origine aussi de crises sanitaires, pandémiques, avec ce qu'on appelle les zoonoses. Et donc, ce sujet prend d'autant plus d'actualité. Donc, l'idée, c'est d'introduire l'arbre dans les chaînes d'approvisionnement de certaines entreprises, ce qui permet, d'une part, d'améliorer le rendement, l'efficacité des entreprises qui se sourcent sur ces matières premières dont j'aurai l'occasion de citer, ce qui permet d'avoir des conditions de vie sociales et économiques plus avantageuses en direction des populations locales qui concrètement travaillent sur ces sources d'approvisionnement et ce qui permet également de faire en sorte que l'entreprise acte concrètement, non pas en dehors de son métier, mais à l'intérieur de son métier, ses enjeux sociaux, environnementaux et économiques. C'est ce qu'on appelle l'in-setting. Vous savez que l'off-setting, c'est cette dynamique qui consiste à compenser ces effets négatifs ou ces émissions de gaz à effet de serre ou ces dommages collatéraux à l'extérieur de son cœur de métier. L'in-setting, c'est l'idée de regarder à l'intérieur de mon activité ce que je peux faire concrètement
pour améliorer mes performances sociales et économiques de gouvernance et environnementale. Donc vous l'avez indiqué, Christian, Pure Projet est une entreprise sociale. Alors ce n'a pas été le cas à la création de Pure Projet, mais depuis 2016, Pure Projet a le statut d'entreprise sociale. C'est une Bicorp. Vous connaissez ce réseau d'entreprises qui valorise une intégration sociale et environnementale à l'intérieur de son activité. Ça a été très important pour Pure Projet d'acter cela, pour la simple et bonne raison qu'on ne s'engage pas à sauver la planète, on ne s'engage pas à répondre à des enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité sans prendre en considération l'aspect humain. Bien évidemment, nous sommes un avec la nature, nous sommes un entre les entreprises, les consommateurs, les producteurs, les sous-traitants, les salariés, et ne pas intégrer cette dimension de convergence sociale, de mieux-être social dans un combat qui vise à répondre aux enjeux environnementaux, eh bien c'est, selon beaucoup de personnes, voué à l'échec. Donc ça fait du sens aujourd'hui d'intégrer cette dimension sociale au cœur du projet et au cœur de l'entreprise. Alors le constat de base, vous le connaissez, hein, le constat de base, c'est beaucoup de déforestation. Le constat de base, c'est une agriculture qui a rendu beaucoup de services dans les dizaines de dernières années, mais une agriculture qui est intensive, qui consomme beaucoup d'intrants, que ce soit des engrais ou des pesticides, qui a beaucoup été organisée en monoculture. Et cette agriculture, quand bien même elle permet de répondre à des besoins alimentaires de par le monde, elle atteint aujourd'hui ses limites et elle est notamment en très grande difficulté pour résister aux événements climatiques dont vous savez, encore hier soir avec des records de chaleur sur l'ensemble de l'Europe, que ces événements climatiques sont récurrents et vont augmenter de permanence. Donc l'idée, c'est de dire cette nature qui ne peut pas résister à l'ensemble de ces événements climatiques, sécheresse, chaleur intense, vent, érosion, l'idée, c'est d'introduire l'arbre à l'intérieur de ces cultures. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie, que la FAO, mais aussi le GIEC, reconnaît comme une des solutions les plus importantes aujourd'hui pour répondre à nos enjeux environnementaux au sens large et aux enjeux climatiques et de biodiversité. L'agroforesterie consiste à introduire l'arbre dans des monocultures, dans de l'agriculture intensive et encore une fois en monoculture, pour pouvoir créer tout un tas de bénéfices. Ces bénéfices, on va les détailler rapidement, hein, mais l'arbre propose un ombrage, l'arbre permet de mieux stocker l'eau et de mieux conserver l'eau, et notamment les nappes phréatiques en sous-sol. L'arbre permet de limiter les érosions. L'arbre permet de réintroduire de la biodiversité, voire des abris pour les pollinisateurs, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont fortement atteints, impactés par la prolifération de tout un tas de produits chimiques et phytosanitaires. L'arbre aussi, et c'est très important, permet de créer des revenus complémentaires pour les populations qui, localement, sont rémunérées pour cultiver, pour entretenir tous les éléments qui rentrent dans la chaîne de valeur de différentes entreprises, qu'elles soient dans l'agroalimentaire, qu'elles soient dans le luxe, qu'elles soient dans le cosmétique, mais qu'elles soient aussi dans tout un tas de domaines qui, aujourd'hui, se basent sur de la matière première végétale. Ce que nous avons appris également, c'est que l'agroécologie, ça ne se décrète pas. Il y a des méthodes, il y a des pratiques. Donc c'est parfois expérimental, c'est parfois avéré. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces pratiques d'agroécologie répondent à des enjeux sociaux, répondent à des enjeux environnementaux, mais c'est là le plus important que je voudrais signaler aujourd'hui, répondent aujourd'hui aussi à des enjeux économiques. C'est-à-dire qu'introduire l'agroécologie dans, par exemple, des plantations de café monoculture, eh bien ça permet à ces caféiers d'être plus résilients aux aléas climatiques, ça leur permet d'avoir une croissance et donc un rendement supplémentaire, et donc sous couvert d'introduire l'arbre dans des business existants, sous couvert de répondre à des enjeux environnementaux, eh bien on constate que ça crée des impacts sur l'activité économique, sur le rendement et donc sur la santé des entreprises qui recourent à ce type de méthode. Alors notre modèle économique, il est simple, hein. On a une partie conseil où on discute avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Pure Projet fait essentiellement du B2B aujourd'hui. Notre objectif, c'est de réconcilier les grandes entreprises avec la nature et d'être en qualité de développeur de projet, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, en qualité de conseil, ce vecteur entre l'entreprise, parfois un peu déconnectée de la nature, et puis cette nature en souffrance qui réclame un peu plus d'attention et un peu plus de mesures et de raison dans la manière dont elle est gérée. Donc on accompagne les entreprises dans leur état des lieux,
des diagnostics sur le terrain, tout un tas de services divers et variés qui permettent de pointer le problème. Et puis ensuite, à la suite de ça, on déploie des projets d'agroforesterie selon le type de sourcing dont a besoin l'entreprise. J'ai cité le café, ça peut être le cacao, ça peut être aussi ce qui rentre dans la composition des parfums, de tout un tas de produits alimentaires ou de confort. Alors on peut parler de la rose, par exemple, la rose qui est parfois cultivée de manière très intensive, avec beaucoup de produits phytosanitaires et des conditions sociales très dégradées dans certains pays. Eh bien, introduire l'arbre, avoir cette réflexion globale, c'est aussi réfléchir à comment rendre résiliente, durable, ma filière d'approvisionnement et comment faire en sorte que cette filière d'approvisionnement réponde à des enjeux sociaux et environnementaux. Et puis l'idée, c'est à l'issue du projet de pouvoir mesurer les impacts concrets que ces approches d'agroforesterie, que ces approches d'in-setting amènent pour pouvoir communiquer avec l'entreprise sur un retour sur investissement, en quelque sorte, de leur investissement dans l'arbre. C'est un cercle vertueux, bien évidemment, puisque l'entreprise qui va s'engager dans ce type de projet acte le fait qu'elle veut répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Elle va améliorer l'efficacité globale de sa chaîne d'approvisionnement. Elle va améliorer notamment la partie économique, mais également, elle va répondre aux enjeux des populations qui, localement ou à l'autre bout du monde, travaillent pour sa chaîne d'approvisionnement. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance ou la responsabilité sociale élargie des entreprises qui doivent aujourd'hui tenir compte de l'ensemble de leur chaîne de valeur et ne pas se limiter à leur scope premier immédiat de relation avec leurs consommateurs. Donc, cercle vertueux qui permet à l'entreprise d'être engagée, qui permet aux sous-traitants, prestataires et fournisseurs également d'avoir un mieux-être économique et social, qui permet de prendre en compte les enjeux environnementaux, qui permet de répondre à des attentes de plus en plus fortes des consommateurs. Vous le savez, de plus en plus, nos consommateurs, nos citoyens ont conscience de ces enjeux-là, sont troublés par la rapidité avec laquelle les événements climatiques, notamment, et d'atteinte à la biodiversité se déroulent actuellement. Et donc, c'est un enjeu pour ces entreprises de répondre à ça. Donc, ce cercle vertueux, salariés, consommateurs, entreprises, fournisseurs et prestataires, c'est aussi ça que permet d'adresser un projet comme le nôtre. Alors évidemment, on s'adosse à tout un tas de méthodologies, de dynamiques de certification ou de grands référentiels, notamment ceux de l'ONU, pour pouvoir matcher, rendre compte, monitorer, reporter de nos impacts sociaux et environnementaux. Et cette ambition de rigueur que nous avons, elle est importante parce que les entreprises veulent investir, mais veulent aussi pouvoir mesurer les retours sur investissement. J'ai parlé de l'ensemble des co-bénéfices de l'arbre. Ce slide, je n'aurai pas le temps malheureusement de le détailler, mais il est très parlant. Il dit aujourd'hui que l'arbre est probablement un des meilleurs investissements au monde aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous valorisez, que ce soit au travers d'une dimension économique ou autre, tous les co-bénéfices de l'arbre que j'ai cités, en termes de biodiversité, en termes de livelihood, en termes de réponse aux enjeux climatiques, en termes de tout un tas de choses, eh bien, c'est aujourd'hui un investissement magique. Et je vous incite à creuser un peu la question. Et vous avez cité, Christian, le sujet qui a été détaillé dans votre revue. Aujourd'hui, Pur Projet, après 10 ans d'existence, c'est 16 millions d'arbres plantés. C'est beaucoup, mais c'est très peu. Vous avez évoqué le fait que 10 millions d'arbres disparaissent aujourd'hui chaque année, donc il faut vraiment monter en impact. Il faut qu'il y ait des centaines de Pur Projets, ou que Pur Projet grandisse, mais que d'autres grandissent également. À peu près 150 entreprises qui travaillent avec nous dans le domaine de l'agroalimentaire, du luxe, du cosmétique, mais de tout un tas d'autres sujets. 43 000 fermiers concernés, et puis un peu plus de 80 projets de par le monde, et dans des localisations diverses et variées, comme vous pouvez le voir, essentiellement en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, mais aussi une volonté de plus en plus de développer notre offre en Europe et pour répondre à des enjeux de circuit court et d'approvisionnement qui, là aussi, répondent à des enjeux notamment environnementaux, de limitation des différents impacts environnementaux. Ce que je vous suggère à ce stade, c'est de finir par un petit film qui va durer un peu plus de 3 minutes et qui va, de manière concrète, illustrer ce que les co-bénéfices que peuvent créer nos projets sur le terrain. On va parler de café, on va parler de 2 entreprises qui nous accompagnent et on est très fiers de travailler avec eux, qui sont Nespresso et la Fondation Louis Dreyfus. Donc je vous propose de finir par ces images, ça vaut tous les discours et ce sont des témoignages du terrain qui vont pouvoir illustrer, je l'espère peut-être même un peu mieux, ce que je viens de dire à l'instant. Merci.
Coffee is in danger in Ethiopia because of the climate change. The warming is starting, the dry season is to stay for a long time, the rain become irregular and it affects the farmers' everyday life. My name is Iyasu Adisu. I'm project coordinator in Ethiopia for Pure Project. We are working here in Sidama project with more than 5,000 farmers. It's very important to have technicians who comes from this community because they know about the language, they know about the culture. Since 2015, we planted 492,000 trees with 4 cooperatives. To distribute the trees for the farmers, the tree nursery should prepare within 6 months these seedlings. We train the farmers on planting techniques, how to prepare the hole, how to maintain the spacing between tree and the coffee. We planted trees on degraded side on Rako mountain, and naturally many bush are regenerated. Many things, many life, biodiversity also enhanced in this area, in this environment. We started the cook stove project because the main challenge with tree in this area is firewood. One day we lead these farmers that they share this knowledge among them. I feel I'm saving the coffee. Bien, merci beaucoup Emmanuel. Je pense que ce film, comme vous le disiez, est extrêmement clair et on voit qu'une entreprise sociale et solidaire, ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose qui a un véritable impact. Ce qui nous frappe évidemment, c'est de voir ces gens sur le terrain, c'est de voir qu'on a un impact sur la santé, qu'on a un impact sur leur well-being en local, qu'on leur permet de vivre mieux, tout en permettant à des sociétés, j'allais dire de ce côté-ci, de faire leur travail, mais différemment, en y apportant de la valeur, en y apportant un sens et en respectant la nature. Et je pense que ça, c'est très important. J'allais dire, quand je vois ce petit film, ce que je pense, c'est « Vous êtes prêts, mais sommes-nous prêts ?» Et je pense que c'est un des vrais sujets, c'est des solutions existent, mais sommes-nous, nous entrepreneurs, aujourd'hui, prêts à embrace, comme on dit en anglais, le sujet? Est-on prêt quelque part à franchir le pas et peut-être à, non pas réduire la bottom line, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'investir avec des gens comme vous, probablement, ça induit qu'on dépense de l'argent, mais probablement c'est
c'est mener ces opérations autrement, de manière à être plus résilient, à respecter l'environnement, à permettre à des gens de mieux vivre. Donc, une vraie question, sommes-nous prêts? Eh bien, justement, nous allons sans transition aller sur notre table ronde, que je vous demande de rejoindre, Emmanuel, pour le débat qui va commencer sur « Entreprenez autrement », le rôle de l'économie sociale et solidaire face aux grands défis sociétaux, et Dieu sait si nous en avons aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. À droite de votre écran, vous avez la capacité d'interagir avec nous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, et je le vois déjà devant moi, il y a les questions qui arrivent directement sur notre écran devant nous. Et sans plus attendre, je passe la parole à Nancy Thomas, la directrice d'IMS, pour mener ce débat. Nancy, floor is yours. Donc Christian, comme tu viens si bien de le dire, sommes-nous prêts à relever le défi de l'économie sociale et solidaire? Et donc nous allons avoir des débats très, très intéressants avec plusieurs speakers. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais revenir sur la définition de ce dont nous sommes en train de parler, l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est en fait exactement? Donc en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est l'entrepreneuriat. Donc c'est avant tout quelqu'un qui est entrepreneur, donc qui dirige une organisation, une entreprise. Donc on parle bien d'économie ici, donc une organisation qui va faire du profit. Simplement, il va y avoir une gouvernance différente, plus autonome, puisque les collaborateurs vont avoir un rôle différent dans ces organisations-là. Les bénéfices vont être réinvestis dans le projet de l'organisation, donc on ne va pas reverser des dividendes comme ça, comme on peut le faire dans un modèle plus capitalistique. Et puis surtout, l'organisation va répondre à des enjeux de société, que ce soit au niveau du projet de son activité ou alors au niveau même de ses collaborateurs et des salariés qui vont intégrer ces structures-là. Et donc, ces organisations vont avoir une finalité finalement différente et vont répondre à des problématiques de société, et ça, on va y revenir en termes d'enjeux. J'aimerais aussi faire un lien avec une étude que nous avons produite au sein d'IMS en lien avec le ministère du Travail et de l'Économie sociale et solidaire à Luxembourg, puisque à travers cette étude, nous avons justement identifié quels sont les défis et les enjeux nationaux à Luxembourg auxquels nous devrions tous ensemble répondre. Donc répondre en tant qu'organisation privée ou alors répondre en tant que particulier, en tant qu'entrepreneur. Et donc à travers ces enjeux, nous en avons identifié une petite dizaine. Cette étude, elle est disponible sur notre site internet, donc je vous invite à la consulter si vous sentez l'âme d'un entrepreneur. Si au sein de vos entreprises privées, ça nous allons y revenir, vous souhaitez collaborer ou développer de nouvelles activités, je pense que nous avons balayé de nombreux champs qui sont adaptés à notre territoire et à ce que nous pourrions faire nous aussi ici à Luxembourg. Donc on parle par exemple d'accessibilité en termes de logement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, une société où il y a un vieillissement important, et donc aussi là on peut développer des activités, ou encore sur tout ce qui est gestion des déchets. Alors, ce format d'organisation, en termes de crise et de ce qui nous touche actuellement, est probablement aussi, et ça Christian l'a évoqué, un nouveau modèle et des business models auxquels on devrait s'intéresser plus activement. Et c'est ce que nous allons voir donc avec nos 4 speakers, donc 3 qui sont ici en présence physique et une personne qui est à distance. Nous allons les introduire juste après. Je voudrais balayer donc différentes formes de comment vous pouvez collaborer mieux avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et quelles sont concrètement les actions qu'on peut mettre en place ici sur le territoire et ou au-delà de nos territoires. Donc Emmanuel, je vais te redonner la parole, mais une des premières formes que tu viens d'évoquer, c'est l'entrepreneuriat social. Finalement, l'organisation est née. C'est donc une personne qui a décidé dès le départ de créer une entreprise sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Pure Project a intégré dès le départ ces principes ? Alors, avec plaisir. C'est pas tout à fait dès le départ. C'est-à-dire, c'est intervenu au fur et à mesure d'une réflexion qui a été celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est de dire on a un objet social plutôt axé sur l'environnement, sur des réponses à aujourd'hui des besoins non satisfaits en termes de protection de l'environnement, adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité. Donc la réflexion est venue progressivement de se dire cette dimension sociale, elle est totalement convergente
et elle est importante pour répondre à ces enjeux. Ce qui me permet de dire aussi que l'économie sociale et solidaire n'est pas toujours le fruit de la création d'un entrepreneur social ou d'une dynamique d'entrepreneuriat social. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des parties prenantes diverses et variées qui décident de répondre à un enjeu non satisfait, social et environnemental, et on peut décider de créer une coopérative, une association, un mouvement, peut-être même quelque chose qui n'a pas de forme statutaire encore définie, mais on dit ensemble on va travailler sur ce sujet, et ensemble très rapidement on va se fixer des règles de gouvernance, des règles de décision participative, des règles relatives à l'allocation du profit. À quoi sert le profit? Est-ce qu'il est là uniquement pour rémunérer un actionnariat et dans une logique de retour sur investissement classique, monétaire, comptable, ou est-ce que ce profit, justement, on veut le réaffecter à l'innovation, à des causes d'intérêt général, à tout un tas d'autres sujets. Et donc, voilà, je voulais juste amener cette nuance-là, c'est-à-dire qu'entre entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, et puis responsabilité sociale de l'entreprise, finalement, ce qu'on est en train de déterminer, je pense que vous allez clairement le dire, c'est qu'il y a des tendances de fond qui peuvent ensuite prendre des formes diverses et variées parce qu'elles sont portées par un individu, parce qu'elles sont portées par un collectif, ou parce qu'elles sont portées par une entreprise installée qui a conscience du fait qu'elle doit faire évoluer son modèle économique, qui a conscience que son modèle économique n'est plus tout à fait adapté à des mutations sociales, sociétales et environnementales, et là qui va réfléchir à comment intégrer ces dimensions sociales, sociétales, de solidarité à l'intérieur de son cœur d'activité. C'est une excellente transition. Donc, Benjamin Cavelli, vous êtes actuellement directeur de l'association Programme Malin, dont l'objet est de contribuer à aider les familles en difficulté en France à améliorer la nutrition de leurs enfants de 0 à 3 ans et celle de leur famille. On parle de projet qui a été monté en collaboration. Je pense que peut-être là, on en a un exemple très précis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est née l'association et le projet, à quels enjeux répond-il dès le départ? Très bien. Déjà, bonjour Nancy et merci à IMS de nous avoir réunis physiquement dans ce contexte. C'est vraiment très agréable. Alors, Programme Malin, ce qui est important, c'est de comprendre les 3 constats qui ont fondé notre démarche. Le premier, c'est, effectivement, vous avez dit, c'est des enfants en bas âge, donc on travaille sur des enfants 0-3 ans. On le fait parce que, effectivement, il y a un enjeu de santé publique derrière. C'est une période clé pour construire l'ADN santé d'un individu. Et en plus, bonne nouvelle, l'arrivée d'un enfant, ça va être une fenêtre d'opportunité pour discuter d'alimentation. Et l'alimentation joue un rôle clé sur ces questions de santé et d'ADN, enfin de construction d'ADN. Le deuxième constat, c'est que concrètement, ces sujets-là, pour des populations qui sont sous contrainte budgétaire, c'est comme pour tous les parents, ils ont besoin de se repérer sur qu'est-ce qu'il faut donner à manger quand, l'introduction de la carotte à l'âge de 6 mois. Voilà. C'est des sujets très concrets et c'est important là d'offrir des conseils très pratico-pratiques pour pouvoir aider ces familles à se repérer. Et le deuxième point qui est clé, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter juste à c'est quoi l'alimentation idéale. Il faut aussi donner les moyens budgétaires à des familles d'acheter des produits adaptés et de qualité. Il y a des études qui sont sorties encore cette semaine qui montrent que ça constitue un véritable obstacle à l'accès à une alimentation de qualité. Et on parle de quel profil de famille? Alors, le profil de famille, c'est hyper important et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les questions de précarité. Aujourd'hui, les dispositifs publics et associatifs se focalisent en majorité sur des populations très précaires. On est sur une logique curative de la pauvreté. Aujourd'hui, face aux enjeux, à la fragilisation de notre société et des classes moyennes, l'enjeu aussi, ça va être de travailler sur une dimension préventive. Et là, les populations que nous touchons, c'est des populations qui sont en dessous du seuil de pauvreté majoritairement, 70%, mais juste en dessous. Donc, c'est des gens qui ont encore des emplois, alors des emplois parfois, souvent, hélas, très précaires, et qui ont des contraintes budgétaires à la fin du mois, voire en milieu de mois. Et on a aussi des populations qui se situent juste au-dessus du seuil de pauvreté et qui sont aussi confrontées à cette contrainte budgétaire. Et cette contrainte-là va les amener à avoir des arbitrages en défaveur d'achat de produits de qualité. Et le troisième point qui est hyper important, c'est qu'effectivement, Malin va se positionner de manière complémentaire par rapport aux offres existantes. Et du coup, on va être très complémentaire avec l'aide alimentaire, notamment sur le ciblage des populations. Et pour revenir, le dernier point peut-être intéressant là, par rapport à ce que disait Emmanuel,
effectivement, par rapport à la question, c'était une fois qu'on s'est appuyé sur ces constats-là, il y a une dimension collective chez nous qui a été très importante. Et là, on est aussi parti des limites de la relation bilatérale. Voilà, une des réflexions, enfin moi je suis ancien salarié de la Croix-Rouge, et la réflexion c'était de se dire, voilà, il y a des relations association-État, association-entreprise, et à un moment donné, il y a une dimension collective qui n'est pas suffisamment présente. Et là, c'était sous l'égide de Martin Hirsch, qui était à l'époque haut-commissaire Solidarité Active. On a mis des parties prenantes autour de la table. Donc on a mis des acteurs de santé, les sociétés savantes de pédiatrie, des scientifiques, des associations et des entreprises pour pouvoir ensuite croiser nos expertises, nos regards, ce qui a amené aussi à passer beaucoup de temps. Voilà, il y a une phase de 2 ans de construction de la démarche. Et du projet à proprement parler. Et du projet, quoi. Okay. La deuxième forme que nous souhaitons évoquer aujourd'hui autour de cette table ronde, c'est donc autour d'une entreprise privée, donc Suez, qui, du coup, elle, développe des partenariats ou des joint ventures ou même développe de l'intrapreneuriat autour de ces questions-là. Donc, Benoît Bonello, vous êtes directeur de l'innovation sociale chez Suez France. Vous pilotez la démarche d'entreprise inclusive de Suez et la collaboration avec les entrepreneurs sociaux pour développer de nouvelles offres à fort impact social. Vous coordonnez également les filiales et sous-traitants de Suez en termes d'insertion et les programmes d'entrepreneuriat. Pourriez-vous un petit peu nous expliquer pourquoi une entreprise telle que Suez s'intéresse à l'entrepreneuriat social et quelle forme ça a donc pris chez vous, ces partenariats et cette construction du lien avec des acteurs de l'ESS? Oui, bien sûr. Alors Suez, pour un petit rappel, c'est donc une grande entreprise du secteur de l'environnement. C'est 90 000 salariés dans le monde, c'est 30 000 en France, et c'est 2 grands métiers, la gestion des déchets et la gestion de l'eau. Et 2 aussi grands types de clients qui sont les collectivités et puis les entreprises de l'autre côté. Et alors Suez est un partenaire important du monde de l'insertion depuis très longtemps, puisque en fait nos métiers s'y prêtent. On a des métiers, notamment dans le secteur des déchets, qui sont des métiers accessibles. Une partie de nos métiers sont accessibles avec peu de qualifications, qui sont non délocalisables. Et puis nos clients nous le demandent aussi. On a beaucoup de marchés où on a des clauses sociales qui notamment des municipalités, quand elles passent des marchés, nous demandent d'avoir un volet social important pour notamment faciliter l'inclusion. Donc historiquement, Suez est très engagé sur ces sujets-là et a même créé en 2003 une entreprise, une filiale, qui est une entreprise de l'ESS, une entreprise d'insertion qui s'appelle Rebond Insertion et qui, depuis 2003, a permis de ramener vers l'emploi plus de 5000 personnes à travers notamment des activités de tri de déchets, mais aussi d'intérim et d'autres projets. Moi, ça fait 8 ans que je travaille chez Suez sur ces sujets d'innovation sociale. Et donc, au-delà du fait que nos clients nous les demandent, que nos métiers s'y prêtent, je vois aussi 3 autres raisons qui poussent une entreprise comme Suez de se rapprocher, de s'inspirer, de travailler avec les entrepreneurs sociaux. La première, c'est que notre sujet, c'est la transition environnementale et qu'on s'aperçoit finalement qu'elle ne pourra pas se faire si on laisse de côté les plus démunis, les plus fragiles. Donc il faut qu'une entreprise comme la nôtre, il faut que les entreprises qui veulent agir sur la transition de l'environnement, transition environnementale, aient aussi des réponses à apporter pour les publics fragiles, pour les personnes qui sont un petit peu en marge de la société. La deuxième raison, c'est que les solutions de Suez seules, si on veut arriver par exemple à Luxembourg zéro déchet demain, les solutions de Suez seules, aussi technologiques, aussi smart, etc. soient-elles, ne suffiront pas. Il faut qu'on travaille en alliance, il faut qu'on travaille avec d'autres acteurs, notamment des acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire, qui vont venir finalement compléter, entre guillemets, l'offre de Suez, ou pour lesquels, en tout cas, Suez pourra avoir un effet de levier. Je pense par exemple au réemploi, aux recycleries, qui peuvent avoir des liens très clairs avec les déchetteries que gère Suez. Je pense à tout ce qui est changement des comportements, sur lequel le monde de l'économie sociale et solidaire a potentiellement aussi de l'avance, et des partenaires intelligents sont à monter. Je pense il y a plein de sujets, je pourrais revenir dessus après. Donc, et la dernière raison, c'est que le monde de l'ESS évolue aussi. Et depuis une dizaine d'années, on voit qu'en fait, les frontières se floutent, deviennent plus floues entre le monde de l'entreprise et le monde social. Et que, en fait, c'est vraiment entre ces 2 mondes, à mon sens, que l'innovation de demain va se jouer.
Et Benjamin, pourriez-vous nous expliquer justement les partenariats que vous avez construits au niveau du programme Malin avec des entreprises privées, puisqu'on a l'autre côté ici qui permet de comprendre un petit peu mieux comment s'articulent ces partenariats et cette cohésion entre des acteurs privés et des acteurs du coup sous forme plutôt associative, puisque je vois que c'est une question qui a été posée dans le fil. Quel format revêtent vos activités? Donc j'y réponds. Le modèle économique. Ouais. Le point de départ, il est hyper important. Il y en a deux. C'est un, effectivement, on dit souvent, grandes entreprises, personnes précaires, elles ne se touchent pas. Les sujets sont séparés. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Sur l'alimentation, concrètement, il y a des personnes en grande difficulté qui vont à l'aide alimentaire, mais il y en a d'autres qui vont en supermarché acheter des produits. Et donc là, quand on scanne ces sujets-là, on s'aperçoit que oui, il y a des personnes qui vont sur le marché au sens large, acheter des produits et des services de première nécessité, et que, c'est Martin Hirsch qui mettait en évidence ce principe, il y a un phénomène de double peine. Plus on est pauvre, plus on va payer l'accès, plus l'accès va être cher à ces produits et ces services. Et donc ce point de départ, il est hyper important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y avait un vrai intérêt, quand on lançait la démarche, à s'intéresser, à faire bouger les lignes de ces business-là, pour qu'au lieu d'être un problème, ça puisse être une solution. Et donc dans le lien avec l'entreprise, on ne va pas aller chercher uniquement le financement, on va aller chercher l'expertise, le produit, pour pouvoir le transformer et le rendre accessible à ces populations-là. Et donc le partenariat, d'un côté, effectivement, nous, on va chercher de l'impact. Et voilà, concrètement, quand on travaille avec des entreprises, c'est du lait de deuxième âge, du lait de troisième âge accessible à ces populations dans des circuits de distribution comme Monsieur, Madame, Tout le monde. C'est-à-dire, il y a des systèmes de bons de réduction en supermarché. Et là, on se connecte au cœur du business de l'entreprise et on travaille avec les gens du marketing. Et inversement, ce qu'on va apporter à l'entreprise, ça aussi c'est un point fondamental, c'est qu'on ne peut plus uniquement s'appuyer sur une logique philanthropique. Enfin, on a une logique philanthropique, je voyais la question sur les modèles économiques, on a un modèle hybride, on est en capacité de soutenir l'impact de Malin et d'effectuer des dons. Mais nous, on propose un certain nombre de services, donc on a des business qui apportent une vraie valeur ajoutée. Je vais prendre l'exemple concret sur l'engagement des marques. On est en capacité de se connecter aux marques des entreprises partenaires de Malin et de travailler une dimension marketing dans laquelle on apporte une vraie valeur ajoutée. Un autre exemple, on travaille également sur les marques employeurs et on connecte Malin à des salariés qui viennent nous aider concrètement. Et là, effectivement, ça va jouer sur l'attractivité de l'entreprise sur des publics jeunes et la fidélisation. Voilà. Et ça, c'est un point hyper important. On est vraiment sur du gagnant-gagnant, quoi. Alors, la troisième forme que je souhaite évoquer aujourd'hui, c'est vis-à-vis plutôt du secteur financier, puisqu'en effet, il peut supporter financièrement les organisations, et d'ailleurs, il se doit de le faire, comme toute organisation qui souhaiterait développer son activité. Donc, nous accueillons aujourd'hui Marie-Geneviève Loïs Carreras, qui est responsable des investissements solidaires chez BNP Paribas Asset Management, qui est donc avec nous virtuellement aujourd'hui. Donc, Marie-Geneviève, depuis 2003, vous accompagnez la croissance des fonds solidaires de BNP Paribas en France. Vous êtes en charge de la mise en place de la stratégie d'investissement et d'outils spécifiques permettant d'identifier, d'analyser et de recommander des opportunités d'investissement dans des entreprises solidaires en France. Marie-Geneviève, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous avez contribué à la construction d'une méthodologie d'analyse et de mesures d'impact social afin d'identifier les projets que BNP peut soutenir et pourquoi aussi la banque s'intéresse-t-elle à ce profil d'organisation ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir, même si ce n'est que virtuellement. J'aurais eu plaisir à être là, mais je peux quand même contribuer. J'en suis très heureuse au débat d'aujourd'hui. Effectivement, la première question, c'est pourquoi d'abord est-ce qu'on fait cet investissement dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire en tant que société de gestion et d'un grand groupe bancaire comme BNP Paribas ? Ça fait écho à ce que disait Emmanuel en introduction, c'est que ça revient à se poser la question comment est-ce que dans notre cœur de métier, on intègre cette question de responsabilité et d'impact. BNP Paribas Asset Management est une société de gestion qui investit l'argent d'épargnants et d'institutionnels dans des entreprises. Et nous voulons aussi le faire en ayant un impact et en contribuant à des projets de l'économie sociale et solidaire. Donc ça revient à se poser la question de notre cœur de métier et comment on le transforme
pour un impact plus positif. Ça revient aussi à l'intervention que vient de faire Benjamin par rapport à ces modèles hybrides qui sont en train d'émerger et où on va avoir des acteurs qui vont aussi avoir une partie de leur activité, parfois, ou toute leur activité qui va reposer sur un modèle économique qui va pouvoir du coup bénéficier d'investissements et sortir d'une relation de subvention et rentrer dans une relation avec des investisseurs. Et donc là, nous, on peut intervenir. Et du coup, ça répond à un dernier enjeu qui est l'enjeu de l'épargnant, de l'investisseur, qui de plus en plus se pose la question où va mon argent, à quoi il contribue, et de pouvoir aller dans la démonstration de cet impact. Donc, on transforme nos cœurs de métier pour répondre à ces épargnants et on investit effectivement aujourd'hui en dette, en capital auprès d'associations et entreprises non cotées à fort impact social en France. Ça veut dire qu'on doit travailler différemment. Travailler différemment, c'était avoir des outils de financement adaptés, c'était savoir privilégier notre objectif d'impact par rapport à notre objectif de rentabilité financière sur cette partie-là des investissements, mais c'était aussi avoir des outils d'analyse qui allaient être adaptés. Et quand je dis à mon épargnant, je vais aller privilégier l'impact social, comment moi, en tant qu'analyste, je m'assure que je fais bien mon travail? Et donc, c'est là où est venue cette nécessité très tôt de mieux formaliser notre analyse et donc de mieux s'outiller pour comprendre la mission sociale des projets que l'on rencontrait et savoir rendre compte sur cette partie impact social aux épargnants dans un reporting qui n'allait plus être que purement financier, mais allait parler de ce à quoi les projets dans lesquels on finançait contribuaient. Concrètement, du coup, on a développé une méthodologie en partenariat avec un cabinet externe, Kimso, et le groupe BNP Paribas, depuis maintenant 2015, qui nous permet d'être mieux outillés. Pendant toute l'analyse que l'on va faire des projets, parmi cette fameuse due diligence que l'on fait en tant qu'investisseur, il y a vraiment tout un volet qui va être dédié à la compréhension de la mission sociale et de l'impact, où on va poser toute une série de questions pour bien comprendre, parfois pour mesurer, mais pas toujours. C'est pas là l'objectif premier. C'est vraiment d'abord de comprendre ce que veut faire l'association ou l'entreprise. Autour, j'ai envie de dire, de 3 questions clés. D'abord, qui sont les bénéficiaires adressés, puisque c'est là que va venir se différencier une entreprise sociale d'une entreprise peut-être classique à travers la notion de fragilité de ses clients et de ses bénéficiaires ou de ses salariés. Donc d'avoir une bonne compréhension des bénéficiaires qui sont ciblés dans l'action, quels sont les produits et services qui vont être proposés pour justement répondre à ces fragilités, et enfin quels changements on peut espérer avoir auprès de ces publics et comment on va essayer de s'assurer de la réussite de ces changements ou justement changer et piloter l'action. Donc voilà, c'est cet outil-là qu'on a essayé de créer, qui est avant tout un outil d'analyse, qui va essayer d'aller dans le questionnement, l'échange, et puis à terme va nous permettre de définir si l'investissement est réalisé, quelques indicateurs d'impact ou au moins de réalisation et de résultats qui vont pouvoir permettre de rendre compte à l'épargnant et lui dire, voilà, aujourd'hui on finance 27 associations et entreprises, c'est combien de personnes qui ont eu accès à un emploi, c'est combien de personnes qui ont bénéficié d'un logement très sociable à faible coût et d'un accompagnement, c'est combien de produits bio et équitables qui ont été mis sur le marché, et de savoir quand même rendre compte et faire prendre conscience à l'épargnant de ce à quoi il contribue. J'ai une question en direct que je peux ajouter à la présentation. Marie-Geneviève, est-ce que l'activité que vous menez en France est spécifiquement française ou est-ce qu'elle est étendue à d'autres pays d'Europe et notamment à Luxembourg ? Alors, elle est malheureusement aujourd'hui assez spécifique à la France, c'est-à-dire que c'est la notion qu'on appelle de fonds 90-10 qui permet de faire de l'investissement non coté et de le proposer ensuite à un public, retail, grand public. C'est assez spécifique à la France. C'est aussi accompagné dans son développement grâce à un mécanisme d'épargne salariale qui est proposé aux salariés d'entreprise et qui, en plus, a été renforcé par des lois permettant de rendre obligatoire le fonds solidaire parmi les dispositifs proposés aux salariés. Donc, il y a une incitation réglementaire en France, un contexte autour de l'épargne salariale et une possibilité réglementaire d'introduire une poche d'investissement non cotée qui est jugée habituellement comme risquée pour du grand public. C'est tout ça qui a permis son développement en France et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez unique. On essaye de le développer en dehors de la France parce qu'on trouve que ce mécanisme, il est remarquable par 2 aspects. Déjà, permet à tout un chacun d'investir dans ces projets-là, même si on est dans du non-coté. Mais aussi en étant, entre guillemets, cette petite poche dans un fonds, ça nous permet de pouvoir vraiment privilégier l'impact social par rapport à la rémunération financière, parce qu'on va dire qu'il y a 90% du fonds qui va rester investi sur les marchés classiques
et qui va venir apporter à l'épargnant la rémunération, l'impact, enfin la rémunération, la liquidité et le risque qu'il souhaite avoir par des marchés cotés, obligataires, etc. Et ce 5 à 10% investi en non coté et solidaire va vraiment pouvoir se concentrer sur un impact social fort, en sachant avoir une rémunération financière moins importante, qui nous permet d'apporter des financements peu chers au projet en ayant assez peu d'impact sur la rémunération financière de l'épargnant. Donc ce mécanisme, il est vraiment très intéressant et on espère pouvoir le développer en dehors de la France prochainement. Merci. Je vais revenir sur l'idée de répondre à des enjeux et des défis de société. Donc ça, je l'ai évoqué dans l'étude que nous avons menée à Luxembourg et j'aimerais tous vous redonner la parole autour de cette question-là, puisqu'on remarque donc cette forme d'économie, donc ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, est une formidable opportunité pour répondre à des problématiques territoriales. Et donc chacun d'entre vous, à travers vos projets, vous répondez à différents enjeux que vous avez pu noter à travers vos projets. Donc Emmanuel, l'enjeu auquel répond Pure Project est la régénération des écosystèmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus autour de comment vous répondez à cet enjeu-là à travers le projet ? Oui, tout à fait. Ce qui me permet aussi de répondre à Anonymous qui évoque avec pertinence le fait que j'aurais parlé 10 millions d'arbres abattus par an. En fait, c'est par jour. Donc, je suis désolé si j'ai dit par an, mais c'est bien par jour. Donc, effectivement, ça pose la question de l'impact de manière générale et des solutions qu'on peut trouver à ces dégradations fortes. Donc, oui, l'objectif de Pure Project, c'est d'apporter des réponses concrètes avec une vraie stabilité économique à ces dynamiques de déforestation et de disparition du vivant dans tout un tas d'éléments de parties de la planète qui, encore une fois, je le dis, prennent une acuité particulière dans la période dans laquelle on vit, puisque les choses vont vite. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans des épisodes successifs de chaleur intense en Europe et de par le monde, et que ça, allié à des pratiques dévastatrices et à de la déforestation, ça met même la forêt elle-même en situation à risque, puisqu'elle n'est plus captatrice de carbone et qu'on peut être sur des boucles non vertueuses particulièrement affolantes. Donc l'idée de Pure Project, c'est d'apporter des solutions concrètes et techniques à ces enjeux-là, mais on ne peut pas le faire seul. On ne peut le faire que si des grandes entreprises qui sont des donneurs d'ordre, qui contribuent d'une manière ou d'une autre à des pratiques agricoles installées, ne prennent pas conscience qu'elles doivent changer, et donc qu'elles doivent changer leur manière de fonctionner, leur relation avec leurs prestataires et leurs sous-traitants, et leur collaboration avec les coopératives de fermiers de par le monde qui produisent concrètement cette matière première. Donc, et on est là effectivement dans cette dynamique d'économie sociale ou d'entrepreneuriat social ou d'innovation sociale dont on parle, c'est-à-dire comment toutes les parties prenantes autour de la table, face à un enjeu qui fait aujourd'hui consensus, trouvent une solution. Donc notre rôle à nous, c'est de proposer des projets, d'être une passerelle entre ces différents acteurs et si possible de contribuer effectivement à un rapprochement entre les intérêts économiques fondamentaux de l'entreprise et puis les intérêts de la planète, les intérêts des populations locales, les intérêts sociétaux de manière générale. C'est bien ça notre rôle et c'est bien ça le rôle de l'entreprise sociale. Tout à fait. Et pour répondre aussi à une autre question qui a été posée, Pure Project est une entreprise aujourd'hui, donc on fait 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a des résultats positifs jusqu'à présent, en dépit d'une période un peu compliquée, mais ça fait du sens aussi de répondre à ces enjeux au travers d'une configuration relativement classique qui parle à la fois à nos partenaires grandes entreprises et puis à nos partenaires sur le terrain. Merci. Benoît, la problématique à laquelle répond Suez, c'est la gestion des déchets. Pourriez-vous nous expliquer du coup comment se développe cette réponse à ces enjeux à travers les différents projets qui sont portés en termes justement, puisqu'on parlait d'innovation sociale ? Oui, je peux prendre un ou deux exemples. Oui, quelques exemples très concrets qu'on comprenne bien comment ça s'articule. Exactement. Très concrètement, si on prend le problème du gaspillage alimentaire, on sait aujourd'hui que un tiers de la production alimentaire en fait est gaspillée, ce qui est un vrai sujet. Et Suez, par exemple, collecte les déchets des supermarchés. Et donc, il se trouve qu'on a incubé un projet d'entrepreneuriat social dans la région de Bordeaux, qui s'appelle Sain et Sauf, au pluriel, et qu'on l'a incubé, qu'on l'a aidé à se développer, et qui est devenu l'offre anti-gaspi
de Suez auprès des supermarchés du sud-ouest de la France. Ce projet Sain et Sauf, qui est une usine aujourd'hui, consiste à collecter les fruits et légumes invendus de supermarchés clients de Suez et de surfaces agricoles sur le territoire, les transformer en plats cuisinés dans cette usine, en employant des personnes en difficulté, et les revendre dans ces mêmes supermarchés sous la marque Sain et Sauf. Et donc du coup, Suez fait la logistique, du développement commercial, puisqu'en fait, quand on vend la solution de gestion de déchets au supermarché, on propose cette solution Sain et Sauf qui va jusqu'à du coup à la commercialisation des produits Sain et Sauf. Et c'est un argument de différenciation vis-à-vis de nos clients et un début de changement de modèle aussi vers une économie circulaire. Donc ça, c'est un exemple très concret qui a un impact à la fois social, environnemental évidemment, et aussi carbone, parce qu'en fait, tout ce qui est gaspillage alimentaire a, je crois, une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc du coup, c'est typiquement le genre de projet qu'on cherche aujourd'hui à déployer, à dupliquer, et qui montre les synergies très concrètes qu'il peut y avoir et la co-construction de solutions avec les entrepreneurs sociaux. Un autre exemple, c'est Ecomego, que là, on a incubé et porté en propre, qui est une entreprise sociale aussi, qui réalise la collecte et la valorisation des mégots de cigarettes, et qui est intégrée maintenant dans tous les marchés de propreté urbaine que Suez, en fait, auquel Suez va répondre. Et alors, pour donner un autre exemple concret, c'est le marché de propreté urbaine de la ville de Bordeaux, sur lequel Suez s'est associé en co-traitance avec 3 entreprises, donc Ecomego, 3 entreprises sociales, Ecomego qui fait la collecte et la valorisation et la sensibilisation sur les mégots de cigarettes avec l'objectif d'avoir une ville zéro mégot, Remue Ménage qui est une entreprise d'insertion qui collecte à vélo avec des personnes en insertion les cartons des commerçants, etc. En centre-ville. Et puis Tapage, qui est une association qui en fait propose à des jeunes en errance, souvent qui souffrent d'addiction, de travailler à l'heure pour les aider à se réinsérer. Et ben en fait, ils réalisent dans le cadre de ce marché le désherbage à la binette des rues de la ville. Ben ça, c'est typiquement le genre de projet, de marché auquel maintenant on répond en s'associant du coup pour essayer d'avoir un maximum d'impact social et environnemental. En créant des partenariats donc, avec de nombreuses organisations sociales. Marie-Geneviève et Benjamin, je voulais vous faire réagir, vous, sur l'enjeu de lutte contre la précarité, puisque je crois que déjà le programme Malin, l'organisation même, répond à cet enjeu-là. Et Marie-Geneviève, je pense qu'il y a de nombreux projets que vous soutenez qui vont en ce sens. Est-ce que vous pourriez déjà réagir, Marie-Geneviève ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, la vocation des fonds solidaires, on a voulu qu'il y ait un fil rouge autour de l'idée des fragilités et de comment on pouvait contribuer sur des projets qui venaient répondre à ces différentes fragilités. La fragilité, elle va pouvoir être liées par exemple à des parcours professionnels, éducatifs cassés et qui ne permettent pas du coup derrière d'avoir une insertion professionnelle stable et qui du coup nous a permis d'investir dans des entreprises d'insertion. Je prends un exemple que Benoît connaît bien également puisqu'ils sont également investis par exemple du groupe ID. Groupe ID, c'est depuis 30 ans un acteur qui au sein de la Bourgogne a voulu créer des métiers très différents les uns des autres mais qui allaient permettre d'employer, de mettre dans l'entreprise des personnes qui n'avaient peut-être ni les bons gestes, ni les bons réflexes, ni les bonnes compétences, mais à qui on allait justement réapprendre tout ça pour leur permettre derrière de retrouver un emploi stable. Et quand on parle d'emploi, on parle aussi d'une insertion sociale, on parle d'un logement et de tout ce qui va avec. Les fragilités, elles sont aussi liées au logement. Un autre exemple très important sur lequel on essaie d'intervenir, c'est la question du logement très social. Quand on dit très social en France, c'est pas seulement pour mettre une emphase sur l'importance du social, mais c'est bien pour qualifier des logements accessibles à des personnes à très bas revenus et sur lequel on va avoir une action non seulement de loger, mais d'accompagner professionnellement, avoir accès aux aides, pouvoir identifier un certain nombre de problématiques, mais aussi un accompagnement bénévole, de bon voisinage qui va essayer de faire du logement vraiment un outil de réinsertion sociale et de réappropriation. Sortir, aller voir les personnes, savoir où aller s'alimenter et reprendre confiance en soi et se remettre en société. Et puis après, parfois, des sujets plus innovants et très actuels et qu'ils seront encore demain. Je donne un dernier exemple.
sur les fragilités liées à la dépendance, de l'âge et du handicap, et comment on peut intervenir de manière préventive. On agit auprès d'une association qui s'appelle Ciel Bleu, qui déploie ça depuis maintenant plus de 30 ans. Comment l'activité physique est un levier excessivement important et pertinent pour limiter la dépendance, pour continuer à mettre du bien-être chez des personnes à la fois âgées, en intervenant dans des établissements comme des maisons de retraite, et permettre une activité qui va redonner un petit peu d'autonomie dans le quotidien et de bien-être, mais aussi à domicile ou sur des personnes qui ont des handicaps spécifiques, pour essayer de faire reculer à chaque fois l'accélération de la dépendance et remettre du bien-être dans le quotidien par un outil préventif et non médicamenteux. Donc voilà 3 exemples de ce qu'on peut financer. Peut-être ma conclusion sur cette idée de lutte contre la précarité, c'est que l'investissement ne pourra pas tout faire. Parce que quand on parle de grande précarité, on ne parle pas toujours de modèle économique rentable, et c'est normal. L'investissement, il est complémentaire de la subvention, il est complémentaire des partenariats, de ce qui se dit autour de cette table ronde aujourd'hui. Donc, on ne peut pas toujours intervenir. Par contre, quand il y a des modèles économiques qui peuvent être rentables, l'investissement est un vrai levier d'accélération et de croissance qu'il faut continuer à développer. Benjamin, pour continuer sur la lutte contre la précarité. Juste avant de répondre à cette question-là, je me permets de rebondir sur plusieurs éléments qui ont été dits. Je crois que le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, il y a consensus sur le fait qu'on est confronté à des situations de crise sur la partie sociale et environnementale. Tout à fait. L'ESS, c'est un super levier et c'est 10%, c'est déjà beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se dire, et c'est là aussi où c'est hyper intéressant d'avoir BNP et Suez, enfin, je dirais même plus crucial, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste compter sur l'ESS pour pouvoir faire face à ces sujets-là, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'accélération à avoir. Et voilà, nous, on avait l'occasion de montrer aussi la complexité auquel on est confronté. On a insisté en disant, il faut aussi de la logique philanthropique et des fois, il faut de la logique d'investissement. Et je crois qu'aujourd'hui, le sujet, c'est comment on arrive à avoir 50% de l'activité économique en Europe qui a une utilité et un impact positif pour la société. Et ça, c'est une vraie réalité aujourd'hui sur les questions de précarité, pour revenir sur la question initiale. Alors, nous, concrètement, je vous l'ai un peu dit, le sujet, c'est vraiment de se dire, on peut pas juste être sur une logique curative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les gens dégringolent, soient dans des situations de grande précarité pour pouvoir intervenir. Et ça, c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité d'avoir une dimension préventive. Et ça nécessite de se reposer des questions concrètes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les gens passent la porte de la Croix-Rouge et les Restos du Cœur pour dire « Ah bah oui, il faut qu'on les aide sur ces sujets ». Donc le premier sujet qu'a abordé Malin, c'est comment on identifie ces familles et comment on leur donne la possibilité de s'inscrire à notre programme différemment. En amont. Et là, on a eu la possibilité de nouer des partenariats avec des caisses d'allocation familiale. Alors, je ne connais pas l'équivalent au Luxembourg, mais c'est le service public qui vient aider les parents avec un certain nombre de dispositifs d'aide qui ont une base de données. Et donc, on a envoyé des emails à des allocataires pour dire, vous êtes parents, vous vous posez des questions sur l'alimentation. Malin peut aider tous les parents sur la partie conseil parce que ça concerne tous les parents, peu importe les niveaux de revenus. Par contre, pour les parents sous contrainte budgétaire, vous allez pouvoir vous inscrire et bénéficier de l'offre budgétaire. Et l'autre point fondamental sur ces questions de précarité, c'est qu'encore une fois, avec des logiques de complémentarité, l'idée, ce n'est pas d'opposer, c'est de dire il faut, sur ces populations qui ne sont pas très précaires, mais qui sont dans une situation de fragilité, il faut arrêter le dispositif pour pauvres. Ça, c'est un point hyper important. Et ce n'est pas une question uniquement de philosophie avec des risques de scission de société en deux et d'accroissement d'inégalités. C'est aussi une question d'efficacité. C'est-à-dire que si on veut faire adhérer les familles au programme, faire en sorte qu'elles aient envie de s'inscrire, faire en sorte qu'elles aient envie de s'engager sur l'alimentation, il faut vraiment avoir une communication qui part de leurs besoins, casser la logique dispositive qui sont généralement des dispositifs assez descendants. Et voilà. Et c'est pour ça que nous, on a créé toute une offre non stigmatisante dans laquelle, quand on va sur l'offre digitale de Malin, ça s'adresse à tout le monde. Et sur la partie budgétaire, on va faire ses courses comme monsieur, madame, tout le monde, en supermarché, en vente en ligne ou en circuit court. Tout à fait. J'aimerais vous poser une dernière question dans le reste du temps sur la mesure d'impact, parce qu'on parle de projet. Et bien sûr, je pense que les entreprises à Luxembourg, pour l'instant, n'ont pas encore jeté tout leur dévolu sur ces nouveaux business models. Et que bien sûr, se pose cette question-là mais comment ça se mesure, comment concrètement j'arrive à voir mon impact. Peut-être que Benoît, déjà, puisque vous êtes plutôt du côté entreprise,
entreprises. Comment vous travaillez ça chez Suez ? Peut-être, je vais répondre, mais juste avant, je voulais rebondir sur ce que disait Benjamin, problème. parce que je pense que, en effet, aujourd'hui, en fait, il y a urgence. Donc, on a 10 ans pour vraiment faire évoluer les modèles, et je pense pas qu'il faille que les entreprises, par exemple au Luxembourg, attendent. Bien sûr, il faut collaborer avec les entrepreneurs sociaux, il faut les soutenir, mais je pense qu'en fait, il y a énormément de solutions qui existent aujourd'hui, et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on les déploie à grande échelle. Et donc, s'interroger sur moi en tant que patron dans mon entreprise, quelle solution finalement ou quelle expertise j'ai qui pourrait répondre à un problème, à un challenge qu'on rencontre aujourd'hui au niveau de la société. Et du coup, comment je pourrais cranter sur ce sujet-là, c'est un vrai sujet. Et le deuxième, aussi un petit peu en réaction par rapport à ça, c'est un appel un peu aux salariés. Finalement, on est tous, aujourd'hui, on doit être des salariés citoyens. Il ne suffit pas le week-end d'être engagé, d'aller chercher ses fruits et légumes à la MAP, et puis de rouler à vélo, et puis le lundi, de retourner bosser au bureau, et puis de remettre ses œillères. Aujourd'hui, je pense que les salariés ont un vrai rôle à jouer aussi pour pousser des bonnes idées en interne, pour montrer leur satisfaction quand la direction de l'entreprise prend des décisions stratégiques qui vont dans le sens aussi de la planète et des gens. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'ils soutiennent ça. Et après, pour revenir au sujet de l'impact, c'est un sujet extrêmement compliqué et c'est un sujet stratégique aujourd'hui, non mais c'est vrai, sur lequel du coup de plus en plus d'acteurs se positionnent. Moi, je pense que c'est important d'identifier quelques impacts qui sont vraiment simples à comprendre. Nous, on a fait différents tests. Il y a des choses, par exemple, comme le retour social sur investissement qui sont en train d'émerger, de se développer. Et maintenant, quand on répond à certains appels d'offres, on fait ce calcul-là pour dire, bah voilà, nous, pour 1 euro ou une livre ou $1 investi dans notre solution sur le marché de gestion des déchets de Manchester, par exemple, c'est 3 livres qui sont finalement redistribués à la société si on prend en compte du coup tous ces impacts-là. Et ça parle forcément à nos clients, ça parle à tout le monde finalement de se dire finalement on investit 1 euro et ça génère 3 à la société. Mais c'est des modèles qui sont complexes à monter. Tout à fait, mais c'est aussi des choses qui doivent faire partie intégrante de nouveaux calculs et de nouvelles formes de compréhension de ce que ça représente, parce que quand on calcule bêtement comme on le fait actuellement, on ne mesure pas toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière ce que vous avez comme activité, et donc finalement c'est comment vous arrivez à rendre ça visible vis-à-vis de l'extérieur, puisque ce n'est pas toutes les entreprises qui aujourd'hui construisent leur modèle économique sous cette forme-là. Et je crois aussi qu'il y a une vraie nécessité, enfin en tout cas du côté de l'ESS, c'était plutôt quelque chose de très positif. C'est pas parce qu'on a une bonne idée que dans la réalité, on arrive à avoir de l'impact. Et je pense qu'effectivement, la question de la montée en puissance de cette question autour de l'évaluation d'impact a au moins eu le mérite de remettre la question de vérifier l'utilité et d'essayer de se mettre d'accord. Après, le point important, c'est qu'effectivement, c'est des sujets très complexes. Et du coup, il ne faut pas tout de suite, quand on se lance, se dire qu'on va être en capacité de tout mesurer. Il faut choisir la bonne méthodologie. Et surtout le bon timing, parce que voilà, on peut être amené sur les évaluations d'impact. Nous, on est sur une étude clinique, c'est une Rolls-Royce, c'est une première scientifique au niveau européen. Ça va nous amener à avoir des résultats en 2025. Et donc, en attendant, on a dû lancer d'autres méthodologies. Donc ça me paraît être un point fondamental, c'est choisir la bonne méthodologie, se lancer. Et après, effectivement, ça sert en interne et en externe pour pouvoir communiquer sur son projet. Emmanuel, sur l'impact Ouais, c'est effectivement un sujet complexe. Donc j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Chez Pure Projet, on est très attentif et on a beaucoup investi, on passe beaucoup de temps effectivement à mesurer et à rendre compte de tous les co-bénéfices des projets qu'on mène, qu'il s'agisse de biodiversité, d'enjeux climatiques, d'enjeux sociaux, d'enjeux divers et variés. Donc ça, c'est très important de pouvoir, d'une part, les mesurer, d'autre part, en rendre compte, et puis, si possible, de les adosser à des référentiels qui parlent aujourd'hui de plus en plus à des entreprises ou à la communauté au sens large. Ça peut être des référentiels de logique de certification, ça peut être les Sustainable Development Goals de l'ONU. Enfin, voilà, et ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est dans la complexité. C'est-à-dire, comme on passe d'une situation où aujourd'hui on a un retour sur investissement sonnant, clinquant, dans le bas de bilan lisible, à l'intégration d'autres impacts, d'autres retours sur investissement qui ne vont pas directement nourrir
l'activité de l'investisseur ou de l'entreprise. Donc c'est important aussi que BNP Paribas, avec la finance à impact, soit là, parce que je pense qu'il y a une responsabilité énorme, en tout cas une capacité de leur part à pouvoir progressivement flécher sur des retours sur investissement plus larges, au bénéfice de plusieurs parties prenantes. Alors c'est là où on touche la complexité. Et puis je pense que dans toutes les parties prenantes, l'État, nous, c'est-à-dire les citoyens qui font des choix aujourd'hui sociétaux, politiques, économiques, on puisse aussi progressivement donner du sens à ça. Et c'est pas toujours facile à dire quand on parle à des entrepreneurs, mais par exemple la fiscalité environnementale, l'outil fiscal au service de ce mieux-être social et environnemental, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui aussi à creuser. Par exemple, en tant que consommateur, je ne verrais pas de problème à ce qu'une TVA de 2 ou 0% s'applique à un produit qui répond à des enjeux sociaux et environnementaux, alors que le même produit, qui peut-être sera plus rentable pour certains investisseurs, lui se voit appliquer un taux de TVA de 20 ou 30 ou plus de pourcents. Donc je pense qu'aussi la complexité, c'est ça, c'est de rapprocher le monde économique du monde des consommateurs et des citoyens, au travers notamment de leur émanation politique, et puis de l'ensemble des parties prenantes de par le monde qui contribuent à tout ça. Voilà. Marie-Geneviève, peut-être pour réagir sur la mesure d'impact, puisque je pense que là, vous êtes très bien placée pour en parler. Alors, bien placé, je pense que la mesure d'impact, c'est effectivement essentiel. C'est essentiel parce qu'il faut pouvoir démontrer, pas seulement dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une convergence d'intérêts des épargnants, des politiques, des entreprises elles-mêmes. Et du coup, il faut pouvoir être à la hauteur des promesses qu'on fait et que ça ne soit pas que du discours. Mais se lancer dans la mesure d'impact, c'est d'abord accepter de renoncer. Parce qu'il n'est pas toujours possible techniquement, parce qu'il est trop cher. Qui prend en charge le coût d'aller faire cette mesure d'impact? Est-ce les projets, est-ce le financeur, est-ce l'épargnant? Que comme le disait précédemment Benjamin, ça peut prendre du temps. Et quand les résultats sont là dans 7 ans, il faut quand même agir en attendant. Donc accepter une mesure imparfaite, incomplète, pour pouvoir accepter d'agir à court terme parce qu'on n'a pas le temps d'attendre et en même temps ne pas se satisfaire de la mesure qu'on a aujourd'hui pour continuer à progresser. Donc nous, on le voit vraiment comme un processus complètement itératif. On est internellement insatisfait de ce qu'on fait et en même temps content de pouvoir valoriser auprès des épargnants des choses qui sont concrètes. 29 000 personnes accompagnées vers l'emploi par les entreprises qu'on finance, dont plus de 50% ont eu un retour très pérenne sur un emploi classique. Ça mesure partout, c'est imparfait, mais ça donne des premières mesures. Et puis, on continue à travailler pour une mesure d'impact qui soit aussi, comme le disait Emmanuel, qui fasse référence à des référentiels communs pour qu'on parle de la même chose avec des méthodologies qui soient transparentes et qui essayent progressivement qu'on parle avec les mêmes mots, calculés de la même manière pour avoir quelque chose qui sera de plus en plus rigoureux et de plus en plus parlant. Merci Marie-Geneviève. Je vois l'heure qui tourne, mais je pense qu'on peut peut-être prendre juste la question que je vois en live sur l'initiative Sain et Sauf. Avez-vous une étude de marché qui montre quel est l'intérêt particulier qu'a cette offre de valeur sociale auprès des consommateurs? Est-ce qu'il existe quelque chose de la documentation qu'on pourrait transférer Alors, il y a un site, Sain et Sauf a un site internet, je crois. Je sais. Et en fait, on a un retour d'expérience de 2 ans aujourd'hui sur ce projet. Il y a à la fois les clients, donc les clients de Suez à qui on a proposé Sain et Sauf, notamment les supermarchés. Et là, on a vu que ça avait eu un impact très positif parce qu'en fait, ils ont été très réceptifs et ça nous a permis du coup de gagner des clients. Et puis après, les produits, donc les smoothies, les purées, les produits donc créés par Sain et Sauf, alimentaires créés par Sain et Sauf, se vendent très bien dans ces supermarchés. Donc du coup, ça, c'est pas le problème. Aujourd'hui, Sain et Sauf souffre un peu de la crise Covid, par contre, pour d'autres problèmes. Comme beaucoup d'organisations actuelles. Mais en tout cas, l'expérimentation, le projet est largement validé sur le terrain auprès des consommateurs parce qu'il y a cette sensibilité aujourd'hui chez tout le monde et cette recherche aussi d'impact à son propre niveau, y compris en faisant ses courses. Merci beaucoup.
L'heure étant arrivée à son terme de notre échange, je souhaiterais vous remercier tous les quatre pour ces échanges très riches. Malheureusement, le temps étant court, on ne peut pas approfondir toutes les thématiques, mais je souhaiterais juste dire que si on a amené ce sujet-là aujourd'hui à l'ordre du jour lors du forum et qu'on a voulu le mettre à l'honneur, c'est qu'il faut y prêter un intérêt tout particulier, et ça on l'a vu. Il y a des démarches de collaboration qui doivent s'activer, il y a cette étude qu'on a pu faire et qui doit aussi vous permettre d'identifier des projets, des sujets, et bien sûr IMS reste un incubateur pour porter des projets de co-création, pour mettre les acteurs ensemble autour de la table, qu'ils soient des parties prenantes publiques, privées ou encore associatives, et ça, nous continuerons de le faire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à proposer des idées, des sujets sur lesquels nous pourrions activer toute notre force inspirationnelle et à pousser cette dynamique entrepreneuriale. Merci à tous et très bonne journée autour de nos différents sujets. Merci beaucoup.